Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370 avec une étude très attendue, mais qui pour moi n'allait de toute façon révéler aucune surprise. C'est un rapport de l'ATSB, l'Australian Transport Safety Bureau, qui est l'équivalent du BEA australien, en date du 8 mars 2022, mais qui a visiblement été publié hier, le 22 avril 2022. Donc, dans ce rapport, l'ATSB fait suite à sa déclaration faite le 22 février 2022 pour répondre à l'étude de Richard Godfrey, qui depuis plusieurs mois multiplie les interventions médiatiques pour affirmer qu'il aurait trouvé la zone où le MH370 se trouverait. Devant les médias qui se sont empressés de relayer cette étude, l'ATSB avait affirmé avoir demandé une réétude des données sonar récoltées dans la zone prescrite. Alors je suis très perplexe sur la viabilité d'utiliser le WSPR, c'est la méthode utilisée par Richard Godfrey, dans le but d'affiner la trajectoire du MH370. Et j'ai d'ailleurs consacré une vidéo pour expliquer pourquoi. Je vous renvoie vers celle-ci pour plus de détails. Plusieurs éléments ne m'ont pas convaincu dans l'étude de Godfrey. D'abord, la difficulté d'attribuer les perturbations haute fréquence, puisque c'est lié au spectre des radiofréquences haute fréquence, la HF, mais aussi le fait que la zone avait été entièrement explorée, et notamment par des moyens sonars à très haute résolution de l'ordre de 1 cm. Alors, Richard Godfrey laissait entendre que les analystes seraient passés à côté. Personnellement, compte tenu de la sophistication des moyens employés, que j'ai détaillé avec précision dans mon ouvrage, justement avec tous les moyens sonars, je n'y croyais absolument pas. Cette étude approfondit la zone en question en détaillant les moyens utilisés, leur précision, mais aussi les points d'intérêt. Elle couvre 17 000 km², dont 29% ont été couverts à haute résolution, de l'ordre de 1 mètre, provenant du GoFenix avec un sonar remorqué. Il est intéressant de noter que ce rapport n'utilise pas les données récoltées par Ocean Infinity, car visiblement Geoscience Australia n'aurait pas eu accès à ces données, ce qui est assez étonnant. On reviendra sur ce point un petit peu à la fin. Concernant la précision des différents capteurs sonars qui ont été utilisés, vous avez un tableau dans le rapport qui montre les 3 différents systèmes. La résolution de 10 cm est plus que suffisante, on s'en doute, pour détecter des débris. Celle de 1 mètre peut paraître insuffisante, mais en fait pour repérer des débris d'avion à haute réflectivité comme des pièces métalliques de train, de moteur, c'est largement suffisant. Pour donner un élément de comparaison simple et essayer de comprendre justement tout ça, je vais prendre l'exemple d'un radar. Un radar a une certaine résolution qui dépend de plusieurs facteurs et notamment d'un dont on va parler ici, c'est le facteur de séparation angulaire. Il dépend de la largeur du faisceau. Prenez un faisceau qui fait 1 degré. À grande distance, l'écart en distance entre les côtés du faisceau, et donc entre 2 points espacés de 1 degré, peut être, on prend un exemple, 50 mètres. Alors que, à courte distance, l'écart entre ces mêmes 2 points, toujours espacés de 1 degré, sera seulement de 2 mètres, voire moins. Cela signifie qu'à courte distance, le radar pourra distinguer 2 avions volant en patrouille serrée, espacés de seulement 2 mètres, alors qu'à plus grande distance, on n'aura qu'un seul écho-radar pour les 2 avions. Le sonar a exactement les mêmes contraintes. Voilà pourquoi un sonar depuis la surface n'a pas une résolution suffisante pour détecter l'épave à 3000 ou 4000 mètres de fond. C'est pourquoi on doit utiliser un sonar remorqué à une distance plus proche du fond marin, et ainsi réduire la distance de séparation angulaire et améliorer ainsi la résolution. Un écho-sonar fortement réfléchi ressortira forcément, surtout si ce qui l'entoure est beaucoup moins réfléchissant, à condition que l'on ait néanmoins une résolution suffisante. Mais surtout, un écart important de réflectivité entre la pièce et l'arrière-plan, là ça sortira également beaucoup mieux. Une résolution de 1 mètre n'est pas nécessaire pour rechercher une épave d'avion, et notamment d'un avion aussi gros qu'un Boeing 777. 10 mètres est selon moi suffisant pour obtenir des échos d'intérêt à investiguer si la surface que couvrent les débris est importante. Et c'est justement
ce que l'on s'attend à avoir pour un champ de débris. Voilà pourquoi je considère que si rien n'a attiré l'attention des analystes, c'est que, premièrement, la réflectivité des objets était insuffisante, et deux, le nombre d'objets dans un périmètre restreint était trop faible. En effet, un objet isolé n'a aucun intérêt quand on a une résolution de 1 mètre, car l'épave de l'avion couvre forcément une surface bien plus importante, comme nous le verrons un peu plus loin. En ce qui concerne les contacts, 11 contacts supplémentaires auraient été identifiés dans cette étude, dont seulement 3 ayant un intérêt car non géologique. Quand je dis non géologique, il faut comprendre que ça peut être par exemple des rochers sur un fond sablonneux. Ce genre de choses, ça ressort très bien sur les sonars. Sauf que il s'agit dans ce cas-là de contacts distincts et isolés et non d'un champ de débris, donc ça ne peut pas correspondre au MH370. Ils sont d'ailleurs séparés de 10 voire plus de 70 km les uns des autres. Impossible dans ce cas-là que ce soit une épave avec autant d'écart entre les objets. Pour ce qui est de la couverture, 17 000 km² ont été étudiés dans cette étude, dont 29% à haute résolution de l'ordre de 1 mètre provenant du GoFenix avec son sonar remorqué. La zone de 10 nautiques, c'est-à-dire environ 18 km autour du lieu préconisé par Richard Godfrey, a été largement couverte à l'exception d'une petite zone visiblement dans le sud-est, mais vraiment toute petite. Alors l'étude utilise deux termes que je vais essayer d'expliquer un petit peu pour parler justement de ces imperfections. Le premier terme, c'est data gaps. Data gaps, comme son nom l'indique, c'est un trou dans les données. En fait, c'est des zones qui n'ont pas pu être couvertes par le sonar. Ensuite, vous avez les data holidays. Et donc là, on a affaire à des trous de moins de 100 mètres dû à, ça peut être des défaillances ponctuelles du sonar, ça peut être une plus faible résolution à cet endroit, ou un décalage du navire qui a bougé sa trajectoire au moment de la passe. Il faut savoir que le navire, il fait des lignes droites, et s'il y a un décalage, par exemple suite à une mer un peu houleuse, eh bien ça risque de décaler un petit peu le sonar également sur le fond marin, et de faire en sorte qu'une petite zone finalement n'a pas été couverte alors qu'elle aurait dû. Voilà. Alors ça représente en tout, pour la zone de 40 nautiques autour du point de référence, on est à peu près à 70 km autour du point de référence de Richard Godfrey, environ seulement 1,5% de la zone, ce qui est quand même très minime. En conclusion, l'analyse effectuée par des experts externes en recherche sous-marine a montré qu'aucun de ces contacts ne pouvait être attribué à un champ de débris, bien que les points de contact n'aient pas été investigués plus en détail. Et je suis d'accord avec cette analyse. C'est beaucoup trop petit et trop localisé pour les objets qui ont été repérés dans cette étude. On devrait en avoir plein dans le cas d'un crash d'avion, même pour un amérissage, car on sait que l'avion s'est disloqué, c'est une certitude au regard des débris qui ont été retrouvés. Même si c'est disloqué en peu de morceaux, que ce n'est pas un impact à très haute vitesse comme le stipule, qu'on le considère la version officielle, on aurait de toute façon retrouvé un minimum un champ de débris quand même moins étendu, mais de toute façon suffisamment repérable au sonar. D'ailleurs, en annexe, l'étude donne deux exemples, notamment un qui est exactement le même que j'avais pris dans mon ouvrage pour parler de ce que l'on devait retrouver comme type d'écho sonar. Il s'agit du contact obtenu pour l'Air France 447. Et on voit qu'il s'agit d'une multitude d'échos sur une longueur qui était de 600 mètres et une largeur de 200 mètres. Donc là, on était sur un impact qui était quand même à vitesse assez importante. Et donc, on a quand même un champ de débris qui fait 600 mètres par 200 mètres. Sur le cas du MH370, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'assez similaire. Le deuxième exemple qui est donné, c'est une épave de navire qui est un peu moins réflective que les pièces de l'avion pour la France 447, mais quelque chose qui est quand même facilement repérable sur une zone assez large au sonar. On a dans les deux cas des points très brillants
davantage, comme je disais, dans le cas d'un avion, car les pièces des moteurs, les trains d'atterrissage sont des pièces qui sont à très haute résistance, donc qu'on l'on retrouve relativement intactes. Et surtout, leur réflectivité sonar est très élevée, donc ça ressort bien brillant sur les sonars, donc c'est difficile de passer à côté de ce genre de choses. Que l'on soit avec une résolution de 1 mètre ou même de 10 mètres. Il reste toutefois 12 100 km² qui devraient pouvoir être investigués auprès d'Ocean Infinity, car Ocean Infinity a effectué des passages de meilleure résolution. Est-ce que cela sera fait? Et bien, malheureusement, dans ce rapport, nous n'en avons pas la réponse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous donne une petite vision d'ensemble déjà de ce rapport. Je ne m'attendais à rien d'exceptionnel avec ce rapport. Pour moi, il était très peu probable que l'on retrouve de l'avion à cet endroit, vu que ça avait été suffisamment exploré par le passé. Voilà, vous savez très bien ce que j'en pense par rapport à mes vidéos précédentes sur l'analyse de Richard Godfrey. Je suis très réservé sur la viabilité de son étude.